Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clic dans La Légende retrace l'histoire de vos émotions et de la pop culture. Aujourd'hui, nous allons naviguer entre humour et action, puisque nous allons parler de la légende Jackie Chan. Et pour cette spéciale Jackie Chan, j'ai avec moi des invités de choix. Tout d'abord, Florent Gorge, éditeur, auteur chez Omake Books, qui sort cette superbe autobiographie de Jackie Chan. Ça, c'est l'édition collector que je recommande. Avec nous également Baptiste, auteur et dessinateur, une superbe bande dessinée que je recommande également. Évidemment, je recommande toutes les œuvres de nos invités parce que c'est des œuvres déjà connectées avec le sujet, mais en plus très intéressantes. Et à ma gauche, Frédéric, donc toi tu es auteur du cinéma spécialiste du cinéma asiatique, réalisateur, tu fais pas mal de bonus, DVD notamment, etc. Et tu as plein de belles choses à nous raconter et à nous montrer également. Donc, messieurs, bienvenue déjà, avant toute chose. Nous allons parler d'une légende, Jackie Chan. Alors, avant de peut-être s'orienter vers des choses un petit peu plus connues, j'aimerais qu'on revienne à la base sur sa jeunesse, sur son enfance, parce que c'est ce qui va déterminer tout le reste de sa carrière. Qui peut commencer en nous racontant un petit peu la genèse de Jackie Chan ? Écoute, peut-être déjà parler de sa naissance, qui est déjà un phénomène spectaculaire en soi, parce que c'est vrai qu'il est né le 7 avril 1954, et de son propre aveu, en fait, il est né au-delà du terme, et très gros. Il faisait 5,4 kg, donc c'était un beau bébé, et donc à partir de là, ses parents l'ont surnommé Boulet de canon. Il y a une anecdote assez rigolote aussi d'ailleurs. Boulet de canon ou brioche, j'ai vu, il y a deux interprétations. Pao Pao, effectivement, c'est plutôt les brioches, mais de toute façon, il explique que dans sa vie, il a eu des dizaines et des dizaines de noms. Et Jackie Chan n'en est qu'un parmi tout ça. Et c'est pas son vrai nom en plus, Jackie Chan. Non, il s'appelle Chang. C'est l'enfant Chan, je sais plus. Chan Kong Sang. Enfin, je suis pas sinophile. Voilà, ce qui veut dire né à Hong Kong, effectivement. Et c'est en Australie qu'il a obtenu le nom Jackie Chan, qui s'est doté du nom de Jackie Chan. Mais c'est vrai qu'il est né dans une famille assez pauvre. Hein. Ses deux parents travaillaient au consulat français de Hong Kong. C'était des réfugiés qui avaient fui la Chine de Mao. Et ce qui est assez intéressant, c'est le fait de savoir qu'ils étaient tellement pauvres que la maman, quand elle a voulu accoucher, ça se passait tellement mal qu'on lui a suggéré une césarienne. La césarienne coûtait très cher à cette époque. Ils n'avaient pas les sous, en fait, pour la faire. Donc, la médecin, la jeune femme qui devait l'opérer, qui, elle, avait des sous et n'avait pas d'enfant, s'est proposée pour acheter le bébé. Elle a dit, écoutez, je t'arrête tout de suite. Ouais. Cette anecdote est fascinante et on a un petit magnéto là-dessus. D'accord. Jackie, is it true that your mum and dad were so poor that they wanted to sell you? Yes. The English doctor, he said, okay, I'll give you 1,500. Is that all you were worth? At that time, a lot. At that time, it's a lot. Then my father said, no, only child in Hong Kong. Donc voilà, Jackie Chan confirme tes propos. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a voulu carrément acheter le bébé. Il confirme. Après, on peut être choqué par la pratique. Aujourd'hui, ça se ferait plus. Mais il explique avec quand même beaucoup de recul en disant, à cette époque, beaucoup de familles pauvres le faisaient parce que, un, c'était pour eux une source de revenus importante, c'était beaucoup d'argent. Et deux, c'était garantir un avenir vraiment meilleur pour leur enfant. Pratique d'un autre temps, évidemment. Donc voilà. Donc au final, son père a refusé. Ouais. Et ensuite, une bien belle aventure a commencé. Donc là, on est à la naissance, vraiment on va dire le Jackie Chan qui va commencer à se former. Ça commence quand on est aux environs de 6-7 ans, en fait. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, justement, il me semble qu'il redouble. Enfin, il ne réussit pas très bien. Il ne réussit pas très bien à l'école. Et en plus, son père doit partir en Australie. Ce qui fait qu'il n'est pas rassuré. Enfin, il n'est pas rassuré. Il pense que son fils, justement, va peut-être mal tourner. Devenir un voyou, voilà. Clairement. Et c'est là qu'il décide avec sa mère. Donc, le père et la mère de Jackie Chan décident de le placer dans une académie, enfin, une sorte de troupe où les enfants apprennent à faire du kung-fu, du théâtre, l'opéra chinois. C'est une sorte d'internat, en fait. Hein, voilà, tout à fait. Clairement. Et Jackie Chan accepte, sur un coup de tête, de se faire, de signer 10 ans pour
Parce qu'il y avait le choix, il y avait 3, 5, 7, ou 10. 5, 7 ou 10 ans. Ça, quand je confirme effectivement, à l'école ça se passait très mal, il passait plus de temps dans les couloirs qu'en classe. Donc son père, un peu en désespoir de cause, voilà, s'est dit c'est un gamin turbulent, surexcité, qui a de l'énergie à revendre, il faut faire quelque chose, donc il veut le placer dans cette académie. Et quand ils arrivent dans l'académie pour la visiter, ils voient tous les enfants en train de donner des coups de pied dans des punching balls, de s'entraîner au kung-fu. Ils trouvent ça trop cool. Lui, il veut se battre avec tout le monde. Je veux faire ça toute ma vie. Et donc, quand on lui dit, tu veux y rester combien de temps? 3, 5, 7 il veut dire, je vais rester pour toujours. Et il avouera plus tard que c'était la pire décision de sa vie. Mais bon, voilà, c'est ce qui a fait sa carrière au final. Hein. Ouais, on a un petit magnéto également pour parler de cette académie assez spéciale aujourd'hui, on peut le dire. When you were very young, you studied at China Drama Academy, which is one of the Peking opera schools. Yes. When we think of opera, we think of like, woo! What does that mean? So in our school, it's the morning we're learning singing, like, ah, then afternoon punch, then kicking. All kind of teacher. For opera? Yeah, and all kind of teacher. They come to our school. How old are you at this point? 7? 7? 7. And what kind of training? Like, was it very tough training? Like, Oh, you just don't believe it. In the morning, with the cup full of tea, water, we run like this. You cannot spill the water. You spill the water and hit you. And we just walking like this, and 1,000 punch, and 500 kick. wow. Donc voilà, on voit déjà que cette académie était assez spéciale. Et je tiens à rajouter quand même une précision importante, c'est que les parents avaient signé carrément une décharge qui fait que, en fait, les professeurs pouvaient le battre à mort, Oui, et il n'aurait pas été poursuivi, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il apprenait qu'est-ce que Jackie Chan va en retirer de cette académie, Baptiste? Il va en retirer énormément de choses, déjà physiques, sur la souplesse, l'énergie, etc. Et puis un mental vraiment extrêmement fort pour devenir l'homme qu'on connaît dans sa production cinématographique. Il se met en danger quasiment tout le temps. C'est vraiment un trompe-la-mort. Il n'y a pas un film où il n'y a pas un bras cassé, ou même où il ne finit pas sur une civière, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est cet entraînement presque un peu militaire, enfin même plus que ça, par rapport à ça, a forgé le tempérament qu'il a. Et surtout, ça en a fait quelqu'un d'extrêmement travailleur. Mais il a appris énormément d'un point de vue physique, mental, etc. Mais il a aussi pas mal de handicaps suite à ça. Il explique par exemple qu'il est illettré. Et qu'il a fait 1 an d'école au final, d'école normale, c'était l'équivalent du CP. Or, en chinois, on sait tous qu'apprendre les idéogrammes, ça prend plus qu'1 an. Et en fait, il va être totalement handicapé par rapport à ça. Il ne sait à peine lire et à peine écrire. À cette époque-là ou encore maintenant? Aujourd'hui encore. Il est très complexé par ça. Ouais. Et il explique très clairement que quand il a des séances de dédicace, il a mis longtemps à apprendre à griffouiller Jackie Chan, mais bon, c'est 26 lettres, c'est facile. Et le seul souci, c'est quand les gens lui disent « Est-ce que vous pouvez écrire mon nom en chinois ?» Et donc, quand il y a des dédicaces avec des fans chinois, il ne sait pas écrire chinois. Donc, les gens leur donnent leur nom, mais il ne sait pas les écrire. Donc, il dit, est-ce que vous pouvez les écrire, s'il vous plaît, sur un papier? Le problème, c'est que les Chinois, ils écrivent en cursive. En cursive, c'est super compliqué à reproduire. Donc, ils demandent, est-ce que vous pouvez écrire votre nom avec les traits bien détachés, s'il vous plaît, pour que je puisse... Et donc, en gros, il dit, pour 10 dédicaces en anglais, où je signe Jackie Chan, merci John, il n'en signe que 2 en chinois. Et c'est un vrai complexe pour lui. Je trouve ça super touchant, en fait, qui demande quand même aux gens d'écrire leur propre nom. Il s'en est jamais caché, ça. Moi, j'ai souvenir que quand j'étais petit, un des premiers trucs qui m'a marqué, c'était une émission de télé où il passait, où à l'époque, moi, j'étais fan, je devais avoir 9-10 ans, où il passait pour la promo de je sais plus quel film, et il avait dit à tout le monde sur le plateau, oui, qu'il était illettré, enfin, qu'il était en train d'apprendre seulement. Il avait déjà 30 ans, je pense, à l'époque. Et ça m'avait marqué, ça. J'avais trouvé que c'était... effectivement, c'est une histoire assez touchante. Donc alors, il reste 10 ans dans cette académie. Clairement, il apprend ni à lire ni à écrire. Non. Qu'est-ce qui se passe dans ces 10 ans et au bout de ces 10 ans, Frédéric? Ces 10 ans, en fait, ces 10 années vont être très dures, en fait, pour lui. Enfin, d'ailleurs, dans le livre, la biographie qui est sortie, il dit que ce sont des années sombres. Donc, c'est-à-dire que c'est les 10 ans qui vont faire de Jackie Chan ce qu'il est. Au final, il a, quelque part, détesté faire ça, parce que c'était effectivement un entraînement quasi militaire. Ouais. Les parents avaient signé une décharge, donc s'il y avait un élève qui mourrait,
ce qu'on disait voilà, tout à l'heure, donc aucun souci. aucune responsabilité. Voilà, donc il faisait une faute, il faisait tomber un grain de riz, il se faisait taper. Ou il faisait une faute, il faisait sans pompe. Enfin voilà, c'était vraiment pire que des légionnaires, quoi. Vas-y, oui. continue. Mais du coup, effectivement, ils ont leur capacité physique, leur capacité à se durcir, à tomber, et surtout, ils dormaient, c'est ça, 5-6 heures par jour pendant 10 ans, quoi. C'est-à-dire qu'ils se levaient à 5 heures, entraînement, ils mangeaient, ensuite entraînement, ensuite 17 heures dîner, ensuite entraînement jusqu'à 23 heures, couché. Voilà. Si je peux juste rajouter quelque chose, parce qu'on parle quasiment que de ça en termes militaires, physiques, etc., extrêmes, je pense que ça lui a appris aussi énormément le jeu d'acteur, la comédie et le théâtre, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement théâtral, Jackie Chan, contrairement à d'autres acteurs d'arts martiaux, qui sont vraiment focalisés arts martiaux, tout ça. Lui, c'est un comique, on en parlera après, du rapport avec Buster Keaton, avec Harold Lloyd et tout ça. Mais je pense que tout ça, ça a été développé justement, ça reste une troupe d'opéra, d'opéra chinois. Pour le coup, on apprend à être polyvalent. Ce serait, l'équivalent qu'on pourrait avoir de gens qui apprennent à chanter, danser, etc. aux États-Unis. L'équivalent, c'est peut-être un mélange de cirque mélangé avec du théâtre. Oui. C'est exactement l'exemple que j'allais prendre, puisque vraiment il y a ce mélange de genres dedans, ce qui compose aussi le cinéma un petit peu de l'époque. Donc voilà, il fait 10 ans dans cette école. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment il passe de l'école au cinéma ? Alors, je voudrais rajouter aussi que pendant ces 10 ans, évidemment, il n'y a pas que lui, il y a lui et il y a ses camarades. Il y a des rencontres quand même super importantes. Voilà, et ses camarades, en fait, c'est même plus que des camarades, il va les considérer comme des frères. Donc il y a un lien très fort de fraternité qui va se lier entre eux. Et le plus âgé des frères, en fait, c'est lui qui va permettre à Jackie Chan de rentrer dans le milieu du cinéma. C'est Sammo Hung, en fait. Alors, on connaît, nous, surtout pour... Alors, en Occident, le flic de Shanghai. Le flic de Shanghai, il faut être très honnête, il est connu. Voilà. Mais c'est un maître des arts martiaux, et c'est vraiment... C'est un très bon réalisateur. C'est un très bon réalisateur. C'est quelqu'un qui est bien au-delà du flic de Shanghai, même si c'est une série qui a ses qualités. C'était son pendant américain. Mais on se rappelle d'un super crossover avec Walker Texas Ranger. Aussi, effectivement. C'est vrai que pendant toute cette époque, pendant 10 ans, il n'est pas juste à l'école. Il donne déjà des représentations justement au théâtre. En public, en plus. Bien sûr, en public. Ils ont aussi, c'est comme ça que l'école se paye au final. Ouais. Les enfants sont ensuite produits dans des films en tant que figurants, etc. C'est toujours des petits rôles. Et l'argent revient à l'école. Eux, ils ont une part mini-infime d'argent de poche, parce que l'école prend tout en charge, etc. Donc c'est vraiment une école de production qui vend des stars, entre guillemets, au film ou au théâtre, etc. Mais c'est vrai que une fois qu'il sort de l'école, il est totalement démuni, il est lâché dans la rue, en fait. Mais il n'est plus donc avec ses amis, du coup. Si, mais disons que Sammo Hung, comme le disait très justement, c'est lui qui il est déjà sorti de l'école depuis 1 ou 2 ans, il a commencé à se faire une petite place dans le cinéma, et il a une pensée pour ses copains qui sortent de l'école et qui n'ont plus rien à faire, et ils sont lâchés dans l'aventure, quoi. Et donc il dit, moi j'ai des petits boulots pour toi, et donc c'est des postes de figurants, ça paye très très mal, c'est quelques dizaines de dollars la journée, mais ça leur permet de mettre le pied à l'étrier. Donc c'est comme ça que Jackie Chan va commencer le cinéma, en étant figurant. Alors, il sera figurant, ainsi que tous ses autres camarades seront figurants dans plusieurs films de grands studios, la Shaw Brothers notamment, qui était le plus grand... Voilà, on rappelle ce que c'est la Shaw Brothers. Alors, la Shaw Brothers, c'était le plus grand studio de production de Hong Kong de l'époque. Qui était connu pour être très très dur, notamment avec les cascadeurs. Alors les cascadeurs, ils ne les considéraient même pas. Voilà. Cher remplaçable. Voilà. Exactement. Donc, mais bon, quand c'était des gamins, donc ils faisaient pas des rôles très poussés. Voilà, c'était pas des cascades où ils devaient faire des trucs super dangereux. Donc c'était des petits rôles. Donc Jackie Chan est apparu dans les films en costume avec Lily Hua, qui était une très grande actrice chinoise. Donc voilà, des drames historiques. Il a même joué, il était figurant dans un film érotique de la Shaw Brothers, où il apparaît avec la coiffure, les princesses Célia. Ce qu'il dira détester tout au long de sa carrière, les films. Mais disons, effectivement, l'argent, je sais pas, sur $60, il garde $5, donc ils sont un peu arnaqués, quoi. Le communisme. Donc voilà. Et Sammo Hung, donc le grand frère, à un moment, il a un accident.
il est à l'hôpital et il commence à bien se nourrir, il commence à prendre du poids. Et à partir de là, on commence à se moquer de lui. Et de toute façon, c'était sa dernière année. Et il s'en va en disant, de toute façon, je vais devenir célèbre et je penserai à vous. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça qu'il a commencé. Sammo Hung a d'abord joué, il a joué notamment dans les films de Bruce Lee. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à Sammo Hung que Jackie Chan a pu faire un petit rôle dans Opération Dragon. Justement, Opération vous avez, Dragon, là, on voit où ils en sont chacun dans leur carrière. C'est-à-dire que la scène d'intro, vous avez Sammo Hung qu'on voit. Alors, c'est un personnage secondaire. Jackie Chan, c'est un figurant qui est parmi 10 autres figurants, ou comme dans un classique de Bruce Lee, tout le monde attend son tour pour prendre une tatane. Ce qui changera après avec les films de Jackie Chan. Mais bon, bref. Mais on a un petit magnéto là-dessus. Très bien, voilà. Parfait. For you, there was Bruce Lee. Yes. And you love Bruce Lee. You idolize Bruce Lee. You had a chance to work with him, but I understand it didn't go so smoothly when you did. Yeah, and that time he was a huge star. I was a low-class stuntman, you know. I remember that scene, he was a fight. Suddenly he picked me up, the last one. I'm the last one. Then he have the two stick, then and hit me, then I fall down. That's okay, rehearsal. I come out, boom, okay. Then by the time you coming rolling action, everybody's so exciting. I was waiting. At the end, I come out, boom, pa. I just feel so many stars. Donc voilà, il faut rappeler quand même que Bruce Lee, c'est une immense star qui a aussi donné une autre tournure au film de Kung Fu. C'était quelque chose avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de rage. Voilà, il y avait quelque chose vraiment de puissant avec Bruce Lee et de très sérieux. Donc on va voir que en fait, le destin de Bruce Lee et de Jackie Chan est vraiment lié. Je te redonne la parole, Baptiste, mais c'est vraiment deux destins liés. Oui, c'est presque deux faces d'une même pièce. Le Bruce Lee a tellement été important pendant toute la période des années fin 60-70, a tellement marqué le cinéma hongkongais et le cinéma mondial, au final, par pas mal de choses. Sa puissance physique, ses rôles, sa prestance, son charisme. C'est quelqu'un avec énormément de charisme. Et Karim Abdul-Jabbar, quand même. Par exemple, ouais, dessus, ou Chuck Norris, en fait, quand il meurt subitement, en fait, le monde n'était pas préparé, le monde du cinéma n'était pas préparé. Parce qu'il avait des films pendant encore des années. Oui, voilà. Années, alors, vous avez déjà cette espèce de créature de Frankenstein qui est le jeu de la mort, qui est monté avec des bouts de film, avec des bouts de son enterrement aussi. C'est complètement fou, ça. C'est incroyable, les gens ne savaient pas quoi faire. Et ce qui s'est passé juste après, vous avez toute la période qu'on appelle Bruceploitation, où tous les studios se sont mis à sortir des faux Bruce Lee pour trouver. Mais vraiment, il y avait des Bruce Le, des Bruce Lung, des Bruce Lee, L.I., etc. Et en fait, comment voulez-vous percer dans le milieu quand vous êtes Sammo Hung ou Jackie Chan par rapport à ça? Vous avez soit vous faire passer pour un énième faux Bruce Lee. Ce qui a été le cas pour Jackie Chan pendant une très courte période. Justement, il y a tout un truc avec son nom où il y a Dragon dedans, où il a pris un nom de scène où il y a Dragon dedans. C'est l'aspirant Dragon, ou je sais plus, il y a un truc comme ça dedans. C'est son nom chinois, en fait, c'est Chang Long. Ah oui, Chang Long. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle à Hong Kong, et ça veut dire devenir le dragon. Devenir le dragon, c'est ça. Comme Street Fighter. Comme non, Chang Long, le maître de... mais à côté de ça, moi, l'anecdote que les gens connaissent un petit peu moins, enfin le film, c'est un film de fin 70 avec Sammo Hung en héros qui s'appelle Enter the Fat Dragon, qui est refait maintenant par Donnie Yen, il vient de sortir cette année, où vous avez un aspirant figurant sur les films de Bruce Lee qui est joué par Sammo Hung, et qui, en gros, tout le comique de situation, c'est qu'il trouve que les acteurs avec qui il joue ne sont pas d'assez bons Bruce Lee dedans, donc ça crée des bagarres, etc. Et c'est assez drôle parce que c'est presque un peu méta par rapport à ce qui se passe, où on sent que lui, comme Jackie Chan, en ont peut-être un peu marre de cette période, ont envie de créer d'autres choses. Et c'est pour ça que ça va amener à, justement, ce qu'ils créent tous les deux. Ça jouait ça. En parler. Mais clairement, ouais, cette période-là, elle a été très longue. Mais quand Jackie Chan est finalement devenu la star que l'on connaît aujourd'hui, c'est un petit peu un coup du sort. C'est-à-dire que pendant longtemps, il a fait des rôles de figurants, mais pourris, dans des petits budgets, etc. Il avait des fois les premiers rôles, mais dans des budgets tellement pourris que le résultat était mauvais, en fait. Et il a laissé tomber le cinéma. Il est parti vivre pendant quelques temps en Australie, retrouver ses parents pour devenir maçon et plongeur dans un restaurant chinois.
chinois. Qu'il a détesté aussi. Ouais, effectivement. Mais c'est une période très sombre pour lui parce qu'il avait connu que ça, il savait faire que ça, du kung-fu. Et au final, c'est important de dire qu'il y a eu un premier échec. Quoi, il y en a eu même. Il y en a plein. C'est pour ça que j'ai dit un premier. Et en réalité, c'est un telex, un télégramme un petit peu surprenant. Alors, télégramme, c'est l'ancêtre du texto qu'on recevait à la poste. Qui va un peu sauver sa vie, c'est l'ancien réalisateur de La Fureur de vaincre, qui est une célébrité et qui, il ne sait pas trop pourquoi, il l'a vu dans une des productions, il savait qu'il était chorégraphe, qui dit je vous veux pour le retour de La Fureur de vaincre ou la nouvelle Fureur de vaincre. Et il n'en croit pas ses yeux parce que c'est le mec qui a forgé la célébrité de Bruce Lee. Il se dit c'est une opportunité. Alors c'est pas des cachets. En gros, il est payé par la société de production $3,000, en gros 350 $, américains, mais $3,000 hongkongais par mois. Donc il est employé et il a l'obligation pendant 2 ans de faire tout ce qu'on lui dit. Et là, il va effectivement tourner dans la nouvelle Fureur de vaincre un rôle pour remplacer Bruce Lee. Là encore, on veut faire de lui le nouveau Bruce Lee. D'ailleurs, même dans le titrage, parfois, il y a voilà, les acteurs de La Fureur de vaincre reviennent dans la nouvelle Fureur de vaincre. Enfin, ils veulent vraiment relancer le truc et c'est lui qui a le premier rôle. Donc ça va être pour lui une explosion d'un point de vue médiatique, mais il va détester ce rôle parce que c'est pas du tout ce qui lui convient. C'est un rôle de gros dur, c'est un rôle de Bruce Lee. C'est un truc qui... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Bruce Lee, c'est sérieux. C'est sang-froid, c'est revanche, froide. Revanche, exactement. C'est alors viscéral, en fait. Là, il s'aperçoit de Jackie Chan. C'est pas ce qu'il veut faire. En fait, lui, il est aux antipodes de ça. Ouais. C'est pas ça, lui, qui veut. Et même au sein de son équipe, on va le critiquer en disant qu'il n'est pas assez beau, qu'il a un gros nez, etc. Donc il sera dégoûté. Et donc voilà, il ne veut absolument pas suivre les traces de Bruce Lee, alors que c'est son idole, mais il ne veut pas faire du tout la même chose. Non. Et c'est enfin, un jour, il y a un autre réalisateur qui lui fait comprendre qu'il s'est fait arnaquer avec son contrat, parce qu'il gagne des millions de dollars, hein, la société de production. Lui, il continue de toucher ses $3,000 tous les mois, mais bref, il se fait bien exploiter, donc il arrive à intenter une action, entre guillemets, en justice. Bon, ça se règle à l'amiable, mais il va se séparer de ce réalisateur, et le gars qui l'a aidé, on va dire, à se sortir un petit peu de ce contrat d'exploitant, va lui dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Et là, il va avoir l'opportunité de se lâcher, de faire exactement ce qu'il a envie. Et la chorégraphie, notamment. Hein. Alors, il en faisait déjà, mais... Alors, entre les deux, il y a quand même une rencontre, je pense, qui est primordiale. C'est que, en fait, grâce à un producteur d'une autre société... Très grande société. Qui est NCUN. C'est une petite société. Ouais, qui avait quand même sa renommée. Oui, voilà. Seasonal, je crois, Pictures. C'est ça. Donc, NCUN va l'emprunter alors qu'il était sous contrat et il va lui faire tourner 2 films avec Yuan Woping. Et là, la rencontre avec Yuan Woping, il va faire... On recontextualise. Alors, Yuan Woping, pour le grand public, c'est le chorégraphe de Matrix, le chorégraphe de Tigre et Dragon, et le chorégraphe de Ip Man 4 qui est en train de cartonner en Chine. Et de Roméo doit mourir. Roméo doit voilà, mourir. Ouais. Moi, je valide Roméo doit mourir. Voilà, c'est une autre histoire. Très grand réalisateur de films de kung-fu et puis et chorégraphe. Et voilà, chorégraphe, maître de kung-fu, etc. Et donc, du coup... Yuan Woping va réaliser 2 films avec Jackie Chan qui, pour moi, c'est vraiment 2 premiers films où le style Jackie Chan commence déjà à se profiler à l'horizon. Donc c'est le Maître chinois et c'est Snake in the Eagle Shadow. Ouais. Alors pour moi, c'est celui-ci vraiment le plus révélateur. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Alors le Maître chinois, Drunken Master, qui a été repris dans d'innombrables jeux vidéo d'ailleurs, puisque c'est une technique. Et l'autre film, c'est Le Chinois se déchaîne. Le Chinois se déchaîne, merci. Effectivement. Donc ces 2 films là, vraiment là, pour moi, je connaissais pas Jackie Chan à l'époque. Donc avec évidemment la fameuse prise du serpent. Alors, on parle du style Jackie Chan qui va être donc imprégné dans ces 2 premiers films, on va dire, réels. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est le style Jackie Chan ? Parce qu'on a défini Bruce Lee, maintenant Jackie Chan, c'est totalement l'inverse. On va tous pouvoir dire un truc parce que c'est tellement, entre guillemets, facile de le définir. Je pense que, pour moi, ce qui définit le plus, évidemment, c'est le côté un peu comédie, mais c'est le côté humain d'une part, mais c'est surtout l'utilisation du décor et des objets des props, dans les combats. Et ça, c'est révolutionnaire parce que c'est une mise en scène, ça permet des mises en scène, mais tellement hallucinantes et drôles à la fois. Contrairement à Bruce Lee, où c'est du kung-fu de domination, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du 1 contre 1, etc., Jackie Chan, c'est constamment du kung-fu de la débrouille. Alors,
moins dans ces films-là, mais en général, ses chorégraphies, il est à 1 contre 10, il y a rarement un boss de fin. Et il se prend des coups. Il prend énormément de coups et il se débrouille. Et pour se débrouiller, il utilise ce qu'il a à côté, un escabeau, une chaise, une lampe. Donc ça, c'est là, à part 2-3 trucs avec des bancs dans ce film-là, il y a un peu moins ça. Ça reste quand même du kung-fu tradi, c'est-à-dire du kung-fu avec des formes, ce qu'on appelle des formes. Si vous avez joué à Tekken, quand vous jouez Lei, il y a au moins 5 formes, etc. à faire. C'est personnage inspiré de complètement Lei Wulong, c'est inspiré directement. Et donc on est plus sur effectivement du kung-fu traditionnel et du film entre guillemets traditionnel. En tout cas, l'aspect comédie est là. Le fait de pas tout le temps se prendre au sérieux est là, et puis de prendre des coups, de perdre, de tomber, la vulnérabilité, pardon, chose que Bruce Lee s'était considéré comme voilà un robot. Bruce Lee, je pense qu'on peut compter le nombre de fois où il prend les coups dans toute sa filmographie. Il doit y avoir 4 ou 5 sur les. Il est tellement rapide qu'il évite tout, et puis le moindre coup de poing envoie le mec à 20 mètres. Enfin, c'est le contraire de Jackie Chan. Effectivement, c'est des combats qui durent longtemps, et tu sens qu'il souffre, tu sens qu'il est à bout de souffle, alors que Bruce Lee, il se prend une grosse patate. Mais il n'aura pas la moindre trace de douleur dans. Voilà, il aura un petit trait comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui fait son charisme de Bien fou. sûr, c'est deux styles aux antipodes, mais qui sont tous les deux très puissants. Exactement. Ouais. Oui, voilà, c'est l'un répond à l'autre. En fait, l'un prend la suite de l'autre, mais en faisant exactement l'inverse. Jackie Chan est fatigué dans ses combats. Il y a des moments quand il y a 15 mecs à la suite et qui cavalent partout. Il y a des moments où il se filme. Dans Police Story 2, c'est le cas à un moment donné, quand il grimpe dans les escaliers de ça. À un moment, il fait j'en ai marre, quoi. Vous voyez pas ça normalement, les Je me rappelle les acteurs, à la fin du film, notamment, il y avait un petit peu les comment dirais-je, les bloopers, là, c'était assez rigolo. Ça aussi, c'est un des trucs qu'il a fait tout de suite, c'est d'inclure les scènes, les NG scenes, les scènes rejetées, quoi. Où les bêtisiers. Les bêtisiers, tout ça, ça fait partie de sa marque de fabrique, ouais. Ça, c'est sur Cannonball Run, apparemment, ça l'a marqué. C'était aux États-Unis, quand à un moment, il part tourner aux États-Unis un petit peu au tout début de carrière pour Cannonball Run, c'est ça avec Burt Reynolds, c'est ça. Ce qui lui a beaucoup plu, d'ailleurs. et dedans, je crois que dans le film, il y a des bloopers à la fin, un bêtisier, et ça l'a marqué, et du coup, il en met à chaque fin de Très bien. Alors, sur cette définition du style Jackie Chan, on va conclure l'émission, cette première partie d'émission, et on se retrouve pour la deuxième partie tout de suite après, avec évidemment l'évocation de Jackie Chan et Hollywood, entre autres. De retour en plateau pour cette spéciale Jackie Chan, toujours avec Florent, avec Baptiste et avec Frédéric. Messieurs, on a parlé de la jeunesse de Jackie Chan dans la première partie de l'émission, de son style, comment il en est amené à avoir son propre style, la comparaison avec Bruce Lee. Et on était justement à ses premiers succès, puisque les films dont on a parlé juste avant, c'est un petit peu ses premiers succès. Mais quel est le film qui va avoir son empreinte et qui va vraiment, là, être un vrai succès pour Jackie Chan? Waouh, difficile à dire. Moi, personnellement, je pense que c'est Le Marin des mers de Chine, pareil, Project A. J'aurais dit ça, Project A. Qui va avoir une aura planétaire, je pense. Voilà, pour moi, Le Marin des mers de Chine, c'est le premier, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui va être populaire en Asie, mais qui va faire découvrir Jackie Chan en Occident. Ouais. Non, mais les scènes d'action sont hallucinantes. C'est dépaysant, c'est plein d'aventures. Et il y a quelques longueurs aujourd'hui. C'est un film d'aventure. Ouais, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est presque son meilleur film, je trouve. Il y a Dick Wei en boss de fin qui est fabuleux. Il est très très bien réalisé. C'est Jackie Chan qui réalise. Il faut savoir qu'il s'est mis à la réal. Il s'est mis à la réal. Vous avez des angles de caméra, des compos, vous avez des travelling, des trucs vraiment. Il y a des hommages. Complètement à Buster Keaton. Il y a des hommages. C'est drôle, c'est plutôt rythmé. Effectivement, il y a peut-être 2-3 longueurs maintenant, 2-3 gags qui sont un peu... Pour moi, c'est parfait. Mais c'est parfait. C'est vraiment ça et Police Story. Enfin, Police Story, je vais encore dessus, mais on en parlera. Pourquoi il est parfait pour toi, Le Marin des mers de Chine? Ok, bon. Faut dire que j'ai vraiment eu envie de voir les films de Jackie Chan quand j'ai vu une émission à la télé, Rapido, Antoine Decaune. Il y avait une partie consacrée à Jackie Chan. Les 2 extraits qu'ils ont montrés, c'était Police Story et Le Marin des mers de Chine. Et là, j'avais mon magnéto... 2 genres radicalement différents, en plus. Voilà, mais... C'était pour le Festival de Cannes, non? Je crois que j'avais la cassette, je l'avais regardé 200 fois aussi. Ouais. Voilà. Donc, j'ai vu cette émission, j'avais mon magnétoscope, j'ai enregistré l'émission, je me la suis passée en boucle. C'est-à-dire que les extraits qui passaient, les combats avec Jackie Chan, Sammo Hung, Yuan Biao, les cascades de Police Story où ils tombent de je sais pas combien de mètres, où ils sont balancés, où les cascadeurs sont balancés dans le centre commercial contre des vitres, etc. Ou quand Jackie Chan prend une moto et fonce sur un mec et le fait traverser je sais pas combien de baies vitrées. Enfin, voilà, là je me suis dit,
je veux voir ces films. Oui, tout à fait. Je veux voir ces films. Et ensuite, effectivement, j'ai pas eu la chance de voir Polystory en salle. Alors, il faut savoir que les deux films... Polystory date de 85, Le Marin des mers de Chine date de 83. Mais il a fallu plusieurs années avant que les films arrivent en France. Chez nous, c'est 87, 89. Et du coup, Le Marin des mers de Chine et Polystory sont arrivés vers 87, 88. Et du coup, c'est à cette époque-là, j'ai pu les voir. Donc, j'avais 12-13 ans. J'ai eu la chance, j'ai raté Polystory en salle, mais j'ai eu la chance de voir Le Marin des mers de Chine en salle. C'est un souvenir qui m'a marqué à jamais. Voilà, c'était. J'avais déjà vu les extraits dans l'émission de Rapido. J'ai revu ça je l'ai vu en entier sur grand écran. Chef-d'œuvre. Les cascades sont hallucinantes et c'est vrai que la scène aussi dans la vieille ville en vélo, c'est tellement magique comment il utilise le décor. On est vraiment dans la quintessence du cinéma hongkongais, de ce que commence à être le cinéma hongkongais. Surtout, c'est un gros budget. En tout cas, oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Jackie Chan, donc il a commencé la réalisation, c'était fin des années 70. Mais là où il a vraiment pu avoir les moyens de ses ambitions, c'est quand on lui a proposé le budget, on lui a loué un budget assez conséquent pour faire Le Marin des mers de Chine. Moi, il avait fait Dragon Lord, qui était pas mal. Oui. Mais pour moi, vraiment, Le Marin des mers de Chine, c'est là où vraiment il est arrivé à... En fait, il y a tout un système qui commence à se mettre en place. Enfin, il y a tout la Golden Harvest, la grande Golden Harvest qui se met en place. Donc ça, c'est le studio qui produit, donc c'est Raymond Chow, le studio légendaire, qui a produit énormément de films, dont de Jackie Chan, et qui est, pour moi, alors je me trompe peut-être, mais à l'origine un peu du cinéma modern day, ce que les Américains appellent le modern day, c'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure du cinéma avec des formes, etc., très traditionnelles. Là, même si c'est en costume, on est dans du modern day, c'est-à-dire c'est des bagarres à plusieurs. Il y a un décor que vous allez retrouver dans 26 films, c'est un peu la Cinecittà hongkongaise, d'ailleurs c'est tout petit quand vous regardez les photos. Et il y a tous ces trucs, il y a les acteurs que vous allez retrouver, des cascadeurs, il y en a un qui s'appelle Mars, qui joue dans Le Marin des mers de Chine, que vous retrouvez dans quasiment tous les Jackie Chan. Vous avez Sammo, Jackie, vous avez Dick Wei qu'on retrouve en méchant tout le temps. Il y a toujours, on va retrouver vraiment pendant 5 à presque 10 ans une troupe de théâtre, exactement. C'est les bronzés, quoi. Mais surtout, ils font partie de son équipe de cascadeurs. Mars, etc. Ils font partie de la Jackie Chan Stunt Team. Je pense qu'il est important, justement, qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus, sur les cascades. Parce qu'une des particularités, déjà à l'époque, de Jackie Chan, c'est qu'il fait ses cascades. Il détient le record du comédien ayant réalisé le plus de cascades de son vivant. De son vivant, oui. Et ayant été le plus blessé aussi. Ouais. Il a fracturé tous les os. C'est une rumeur effectivement qui court à son sujet. Il en parle dans sa biographie, mais souvent on le dit, il n'y a aucun de ses os qui est authentique. Ils ont tous été au moins cassés une fois. Il fait non, quand même pas. J'en ai encore quelques-uns intacts. D'ailleurs, on va regarder un petit magnéto là-dessus, sur les cascades. Why the audience still see Jackie Chan movie? They know, they respect me. They know what I'm doing. I do the real things. I hurting myself, not hurt for the audience. At least I just do the. I think. That's my job, not cheating the people. And so I'm still do my own way. Even now, the technology, special effect, blue background, so popular, I still do Jackie Chan way. I like my own way. On remercie Christophe Chanclot qui nous a fourni ces images, cette vidéo et pas mal d'images, et qui sort un ouvrage dédié aux arts martiaux sur Jackie Chan, Tigre et Dragon. Très bon bouquin, je recommande à tous. Donc voilà, Jackie Chan, c'est aussi un cascadeur de génie, un chorégraphe. Il n'est jamais doublé. Et il n'est jamais doublé, chose qui est quand même exceptionnelle. Et on le disait un petit peu dans la première partie de l'émission, c'est qu'il a été à bonne école, entre guillemets, là où les cascadeurs sont du bétail, des gens remplaçables, et lui, il a voulu garder ça. Mais pour justement sortir peut-être un petit peu de cette image extrêmement négative du sacrifice humain, de tout se casser, etc., en fait, moi, je voudrais juste mettre un peu l'accent, moi, sur ce qui me plaît dans ces films et ces cascades. En fait, c'est un artisan, c'est un atelier, il a un atelier constant avec ses cascadeurs, il teste des choses constamment. Quand il voit 2 escalators dans un truc, il se dit, là, il y a une cascade à faire. Il pense pas forcément blessure, etc., mais il invente... La performance. Il y a tout, je pense, qu'il pourrait déposer des brevets pour énormément de choses. La magnésie sur les points
pour que ça fasse de la fumée quand on se tape dessus pour éviter qu'il y ait des poches de sang ou des trucs comme ça. Les tables précassées, énormément de... Bon, il y a aussi énormément de trucs, des chutes de 5 mètres où ils ont juste un petit pad dans le dos. Mais c'est vraiment un inventeur. Il a inventé énormément de techniques de cascade pour que ce soit... Vous avez, je sais plus, dans My Stunt, on voit un moment, il y a des fausses jambes dessus pour que quand vous filmez une scène en gros plan, vous pouvez juste taper avec une fausse jambe pour que ça fasse un coup de pied latéral dessus. C'est énormément de trucs comme ça et c'est fascinant en fait à regarder, c'est très intelligent quoi. Tant pour comparer à un réalisateur, tant John Woo a inspiré par la suite le cinéma occidental et américain notamment, je pense que Jackie Chan aussi a inspiré énormément de choses dans les cascades, dans la manière de filmer les combats, voilà. Et dès Le Marin des mers de Chine, encore une fois, on revient à ça. Et je tiens à rebondir sur Police Story, qu'on a évoqué juste avant. C'est intéressant de parler de Police Story, puisque là, on est dans un film policier. Voilà, là, on sort du film de kung-fu ou de costume ou d'aventure. Là, on est dans un film policier, un peu sombre même parfois. Ça peut être un peu dramatique. Voilà, moins que Crime Story, mais... Police Story, c'est un film qui est sorti vers 87, quelques années après avoir été fait, mais c'est un film qui a été fait en fait en réaction à une mauvaise expérience qu'a eu Jackie Chan à Hollywood. Sa deuxième mauvaise expérience. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'expérience à Hollywood ? Puisqu'après Le Marin des mers de Chine, donc c'est moi, j'ai été un petit peu vite en besogne, après Le Marin des mers de Chine, là, l'Occident et Hollywood notamment connaît Jackie Chan. Alors, justement, ce qui est génial, c'est que ces deux de ses meilleurs films, que sont Le Marin des mers de Chine et Police Story, ont été faits en réaction à la frustration de Jackie Chan de ne pas avoir fait ce qu'il voulait à Hollywood. C'était avant, en fait, Hollywood. Ouais. Donc, voilà, donc en 1900, alors, il faut savoir, les personnes importantes dans la carrière de Jackie Chan, il y a Raymond Shaw, Leonard Ho de Golden Harvest, donc, qui était un gros studio qui a été formé avec des anciens de la Shaw Brothers, donc, qui commençaient à s'imposer sur le marché et qui ont laissé carte blanche à Jackie Chan pour faire ce qu'il voulait. Une autre personne importante dans la vie de Jackie Chan, c'était Winnie Chen, qui va devenir son agent pendant 30 ans. Voilà, c'est grâce à lui c'est lui qui l'amène à Hollywood. Voilà, c'est lui qui l'amène partout. C'est lui qui réussit à rompre son contrat avec Loewy pour aller à Golden Harvest. C'est lui qui réussit à lui dire qu'il faut aller à Hollywood, etc. Donc, il va d'abord à Hollywood pour faire un film qui s'appelle, en français, Le Chinois. Voilà. Alors, ça montre... Ça montre, c'est important, on en parlait un petit peu hors antenne, ça montre également... D'ailleurs, tu as fait... Alors, j'ai eu la chance d'interviewer, quand il était encore de ce monde, monsieur Raymond Shaw, qui était une légende de l'histoire du cinéma, donc qui a fait découvrir Bruce Lee et qui a fait découvrir... Émerger, Jackie Chan. Donc voilà. Et donc, Raymond Shaw, il avait déjà, on va dire, l'envie de s'imposer sur le marché international. Donc c'est lui qui a dit qu'il amène Jackie Chan à Hollywood en faisant Le Chinois, Battle Creek Brawl, mais c'est un film, même à l'époque où je l'ai vu, assez mou. C'est vraiment assez mou. Jackie Chan se bat peu. Et justement, c'est pas lui qui fait... Arrêtez-moi si je me trompe, il fait pas la chorégraphie de ses combats, voilà. On le laisse rien faire, il est très frustré. Il donne une idée, le réalisateur refuse. Et il y a un vrai problème aussi, c'est qu'il parle pas anglais. Il le dit, il dit qu'il parle pas anglais, les gens se focalisent plus sur son anglais que sur les scènes de combat. Ouais. Et là, ça devient... Le nombre de prises qu'il est obligé de refaire parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Enfin, pour lui, c'est frustrant. Ouais, voilà, donc le film est un bide aux États-Unis, le film est un bide à Hong Kong. Les Chinois veulent pas revoir Jackie Chan faire ça, quoi. Oui, parce qu'il était déjà passé à autre chose. Oui, voilà. Et du coup, retour à Hong Kong, là, il fait Dragon Lord, et là, il fait Le Marin des mers de Chine. Donc là, il est pleine possession de ses moyens. Et après... rebelote, on lui propose de faire le retour du Chinois en français. Comme par hasard. Donc voilà, ça montre déjà la considération, je te coupe 2 minutes, ça montre la considération pour l'Asie, le cinéma asiatique et les acteurs asiatiques à l'époque. C'est les distributeurs français. Ah, bien sûr. Non, mais je veux dire, en France, on avait, que ce soit dans les doublages, etc. Ah oui, il l'utilise à la fin du film. Oui, c'est un flingue assez exceptionnel. Donc Jackie Chan et Danny Aiello sont les héros de ce film. En fait, en anglais, c'est The Protector. Le titre original, c'est The Protector. Donc, c'est James Glickenhaus qui le réalise. Pareil, alors là, dès que Jackie Chan propose quelque chose, non.
non, etc. Et en plus, il y a des scènes qui ne lui plaisent pas du tout parce qu'il avait déjà construit son image à Hong Kong on va dire, de héros, on va dire sympathiques, familial, qui prennent des bonnes valeurs, etc. Donc c'est plutôt le cinéma, on va dire, tout public. Et dans Le Retour du Chinois, scène de prostitution, scène de drogue, etc. C'est violent et tout ça. Ce qui fait que il va être frustré encore une fois. Il va retourner à Hong Kong. En plus, à Hong Kong, il va refaire le montage de ce film. Donc, dans le DVD qui est sorti en France chez HK Vidéo, il y a les deux versions. D'accord. Il y a la version en VF avec la version américaine et la version où Jackie Chan a enlevé toutes les scènes qui ne lui plaisaient pas et a rajouté des combats pour que ça fasse plus Jackie Chan. C'est fou. Et cerise sur le gâteau, il a dit moi je vais faire un film policier à ma manière pour montrer que ça c'est n'importe quoi. Comment faut faire. Voilà, pour montrer comment faut faire. Police Story. Chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre absolu. Il y aura plusieurs épisodes. C'est vrai que on va pas se mentir, tous les films de Jackie sont pas excellents. En général, les scènes d'action en général sont très très bien, voire potables, mais Police Story, c'est quand même toutes les scènes d'action sont des scènes d'anthologie. Alors moi, je suis désolé, mais moi j'aime beaucoup Police Story 3. Il est très bien aussi, Police Story 3. Je l'ai découvert avant le 1, pour être très franc. Il y a des scènes dedans, à l'époque, des scènes d'action qui étaient assez balèzes. Il est beaucoup plus équilibré quelque part. C'est-à-dire que dans Police Story, ils ont concentré vraiment les meilleures scènes sont concentrées vraiment sur la fin. Bon, le début et la fin. La course-poursuite dans l'autobus, quand il lève les jambes pour éviter les... C'est hallucinant. Donc ils ont vraiment mis le paquet au début dans les bidonvilles. Il est assez déséquilibré en termes de rythme. Et puis il y a beaucoup de comédie au milieu. C'est vrai. Police Story 3, on est plus dans l'action. Ça ressemble à un film américain. Ça ressemble un peu à un film américain, puis il y a le côté un peu voyage. Il voyage pas mal dans Police Story 3, ça se passe en Chine. À un moment, ça revient à Hong Kong, etc. Police Story 1, moi c'est aussi pour ça que je l'adore, c'est qu'il est extrêmement viscéral et très concentré en fait. C'est vraiment Hong Kong. Enfin moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Ça nous dépaysait quand même pas mal, je pense. Carrément, et c'est des flics à Hong Kong avec des méchants qui sont quasiment même pas nommés ni quoi que ce soit. C'est juste des méchants machiavéliques. Ouais, voilà, mais je trouve qu'il va relativement à 100 à l'heure, le film, quand même, effectivement, à part 2-3 scènes de comédie un petit peu pataudes de temps en temps, mais le reste, c'est sublime. La scène du mall, c'est... Police Story, parce qu'il faut avancer, on est déjà à la moitié de l'émission. Police Story qui va notamment... il y aura un hommage clair et net de Sylvester Stallone à Police Story au début de Tango et Cash, où ils reprennent la scène d'intro où les mecs tombent du bus, etc. Bien sûr. Sylvester Stallone qui va devenir un ami de Jackie Chan. Tango et Cash, Kurt Russell, Sylvester Stallone, film mythique également. Donc voilà, Police Story, Le Marin des mers de Chine, ça arrive jusqu'en Occident, ce qui amène le retour, encore une fois, de Jackie Chan à Hollywood. Disons que le succès du Marin des mers de Chine de Police Story en France reste quand même confidentiel, c'est-à-dire cinéma de quartier. C'est pour les vidéoclubs, les cinéphiles, les fans de cinéma de Hong Kong, mais il n'y a pas encore d'aura internationale. Ça arrivera assez tard, je pense. Avec Rush. Avec Rumble in the Bronx, un peu. C'est Jackie Chan. Pour le coup, attends, parce que là, vous allez un petit peu vite en besoin. Rumble in the Bronx, donc Jackie Chan dans le Bronx. Voilà. Ça, c'est vraiment le film qui va le faire connaître à Hollywood par le grand public. Voilà. Là, c'est un film qui va vraiment démocratiser Jackie Chan. Et c'est lui qui le réalise d'ailleurs. Alors, c'est une production hongkongaise. C'est une production hongkongaise, c'est ça, parce que les bastons sont bien mieux que dans des films américains. Complètement. Mais par contre, comme ça se passe aux États-Unis un peu, on a l'impression que... On voit énormément la touche Jackie Chan dans le film. C'est un très bon film. Très bon film. Sorti en salle, il me semble. Je l'ai vu au cinéma en France. Moi, j'ai vu au cinéma, mais aux États-Unis. Ça doit être 95, 96. Ouais, 95, ouais. Voilà. Donc, c'était au Canada, pas aux États-Unis, mais c'était au Canada. Et comment dire? Donc là, vraiment, c'est le grand public. Entre ça et Police Story, il y a plein de films. Il y a plein de films. les Opérations Condor. Voilà, il y a énormément de films légendaires. Big Brother qui est excellentissime. On tire quand même notre chapeau à Jackie Chan, qui va être le premier acteur à jouer Chun-Li dans un film. Dans l'adaptation de Nicky Larson, City Hunter, qui vaut pour moi, pour la scène où il y a Street Fighter 2 dedans, qui est assez mythique. Il y a Gary Daniels en méchant. J'adore Gary Daniels, moi je suis hyper fan. Moi aussi. Mais bon, Jackie Chan dans le Bronx, là, voilà. Là, on le considère comme une star en Asie, il devient une star en Occident. Qu'est-ce qui se passe après ? Déjà, donc, Jackie Chan dans le Bronx, c'était une production de Hong Kong, mais qui se passe à New York. Donc, il y a un certain succès aux États-Unis. Je crois qu'il fait 8 millions. Je crois que ça marche plutôt pas mal. Et du coup, il commence à faire des interviews, il commence à être un peu connu. Et c'est là que, quelques années après, il a la possibilité de jouer dans Rush Hour.
Alors, Rush Hour, ça va être... Donc, voilà, on voit avec Chris Tucker. On est un petit peu dans le buddy movie qui se faisait énormément, même la décennie d'avant. Oui. Et là, on décide de... Avant, on mélangeait un noir et un blanc. Là, on décide de mélanger un asiatique et un blanc. C'est ça, hein, on va dire, c'est deux communautés qui se rencontrent. Et un noir, tu veux dire. Pardon ? Et un noir. J'ai dit quoi ? J'ai dit... Un blanc, t'as dit. Ah, non, un noir et un asiatique. Non, Voilà. Chris Tucker est bien noir. Tu confirmes ? Oui, je confirme. Et là, c'est vraiment deux communautés différentes, deux flics de deux pays différents. Choc des Et cultures. choc des cultures, mais Rush Hour, quand même, moi, ça me paraît récent, en fait. Hein. Ça l'est relativement. C'est quoi ? C'est 98. 98. 98, ouais. Et 22 ans déjà. voilà, donc, ouais, bon, on se fait vieux. Hein. Et là, Rush Hour, là, c'est... Mais on est déjà dans l'époque comédie, un peu post-Matrix aussi, où Hollywood a siphonné énormément de réals hongkongais. Et Alors, c'est en train de commencer, Matrix 99. Donc c'est 99 vraiment, Matrix, pardon. Ah bah ça oui, commence. Ça commence. Ça commence. Alors, justement, on ne sait pas trop. Voilà. Alors 99, oui, pour moi, oui, c'est vraiment le début. Il y a John Woo qui arrive, qui est déjà arrivé Oui, c'est vrai que c'est début 2000, des années oui. plus tôt avec... D'ailleurs, est-ce que Rush Hour... Non. Jackie Chan dans le Bronx sort la même année que Broken Arrow, qui est un film de John Woo. Donc c'est assez rigolo, parce qu'on a deux films, soit avec un acteur asiatique et un réalisateur pour Jackie Chan, et également pour John Woo. Et Volte-Face 97, donc là, John Woo s'impose à Hollywood. Voilà, donc, c'est ça. Et on est obligé de citer Chasse à l'homme en 95. 93. Super 93, Chasse à l'homme. Super coup. Ah ouais, j'adore. Voilà. Oui, Il y a alors, un très bon dans la légende sur John Woo, d'ailleurs, si vous voulez le regarder, n'hésitez pas. Alors, ce qui est intéressant dans Rush Hour, je me rappelle du making-of, c'est que, bon, réalisé par Brett Ratner, qui n'est pas un très grand réalisateur. Mais qui va être très important pour Jackie Chan. Bah oui, mais je me rappelle très clairement dans une scène de making-of où Jackie Chan dirige la scène. Ah oui, en fait, le réalisateur va apprendre. La scène, avec là, lui. Brett Ratner est censé tourner une scène d'action, et Jackie Chan dit non, on va faire ça, ça et ça et ça, il bouge partout. Et Brett Ratner, il est comme ça et tout, il se demande ce qu'il est en train... Donc, on a l'impression que le réalisateur, ce n'est pas Brett Ratner, mais c'est Jackie Chan dans la scène d'action. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que Jackie Chan commençait déjà à imposer, puisque ce qu'il ne pouvait pas faire quand il faisait le chinois, le retour chinois, c'est-à-dire on lui disait ferme-la, quoi. Là, il était un peu plus respecté, etc. Voilà. Et là, le réalisateur connaissait déjà Jackie Chan, son œuvre avant. Bien sûr. Et il a même déclaré qu'il faisait, en tournant avec lui, c'était une masterclass de Jackie Chan. Quoi. Il l'apprenait avec lui. Et je trouve ça super humble de la part du réalisateur, hein, qui aurait pu tirer toute la couverture sur lui. Tout à fait, et c'est hyper bien. Il y a ce même type de confrontation a eu lieu avec d'autres acteurs ou d'autres réalisateurs qui sont venus tourner à Hollywood, et ça s'est beaucoup moins bien passé. Van Damme et John Woo. Van Damme et John Woo, énormément, où là aussi Van Damme donnait plein de directives, mais je ne sais pas si elles étaient aussi justes que celles non, on peut le dire. de Jackie. Mais par contre, là où il a dû, je pense, trouver pas mal de frustration, et je ne sais pas comment il a vraiment géré ça, c'est que donner des directives, avoir des plans sur comment filmer les compositions, ça c'est impeccable, mais par contre, gérer les cascadeurs hollywoodiens, aussi bons soient-ils, ce n'est pas du tout l'équipe. Parce qu'il y a des syndicats. Parce qu'il y a des syndicats, parce qu'il y a des assurances, parce qu'on ne peut pas tous péter et envoyer des mecs de 10 mètres avec juste une petite mousse dans le dos. Donc je ne sais pas comment il a adapté, ça devait être très très frustrant pour lui en termes de Il en parle un peu pratique. dans son bouquin, effectivement. Le vrai choc des cultures par rapport à Hollywood, c'était la puissance des syndicats, des cascadeurs qui bridaient, sans mauvais jeu de mots, qui bridaient littéralement la créativité en réalité. Et ils étaient obligés de recourir à des tas de techniques cinématographiques pour montrer la violence des combats qui en réalité étaient bidons. C'est-à-dire que c'est un coupage hyper... c'est très cuté, ouais. C'est hyper cuté pour donner l'impression que ça va très vite, c'est très puissant, etc. Alors que Jackie Chan, c'est toujours des plans un peu reculés pour montrer l'action dans son ensemble. Jamais coupé. Et lui, il n'aimait pas ça, en fait. C'est vrai que ça l'a beaucoup frustré. Alors, donc après Rush Hour, parce qu'on est obligé d'avancer. Oui, bien sûr. On est à la fin. Rush Hour, je pense que c'est normal que les assurances n'aient pas voulu que Jackie Chan fasse des cascades trop dangereuses. Il faut savoir quand même que, même si on apprécie ses films, même si ses films sont géniaux, Jackie Chan a failli mourir. Plein de fois. Plein de fois. Notamment sur Mr. Dynamite. Et quand Mr. Dynamite, on n'en a même pas parlé. Mais... Et quand il en parle dans sa bio, moi j'ai eu des frissons, quoi. Je me dis, il aurait pu mourir, quoi. Il a un bout de cerveau, il a un bout de crâne qui manque, quoi. Tu vois, c'est hallucinant, quoi. Et là aussi, d'ailleurs, dans le making of, il y a des trucs assez. Dans celui-là, il y a carrément du coma. Voilà, donc là, c'est clair qu'il ne pouvait pas transposer ça à Hollywood. Il raconte qu'à partir de 1985, plus aucune société d'assurance accepte de l'assurer sur les lieux de tournage.
Ça veut tout dire. Compréhensible. Compréhensible. Plus personne veut l'assurer. Donc on a Rush Hour, gros carton, là mondial. Là c'est même plus Asie et États-Unis, c'est mondial. Nous en France, moi je me rappelle à l'époque, moi je connaissais déjà Jackie Chan avec Jackie Chan dans le Bronx, mais même avant avec les films précédents, j'étais adolescent. Donc voilà, il y avait quand même une certaine connaissance et on appréciait. Mais là ouais, Rush Hour c'est... Là, c'est vraiment le grand public. Masse publique. Voilà, masse publique. là, c'est le grand public. Et on l'a pas dit, mais Jackie Chan aussi, son ambition, c'est de plaire à tout le monde. Ouais, c'est-à-dire family proof, Asie, Occident, peu importe, il veut être une star internationale et familiale. Donc là, c'est réussi avec Rush Hour. Qu'est-ce qui se passe après? Il a l'opportunité maintenant de faire des choix à Hollywood, ce qu'il n'avait pas forcément avant. C'est ça, Florent? Oui, enfin, il va continuer de faire plein de films, Mr. Nice Guy, Who Am I, Donc ça, c'est avant, c'est un petit peu avant Rush Hour. Ouais, je sais plus. Mais disons que c'est son dernier Golden Harvest, apparemment. Voilà, mais disons que maintenant, il a la possibilité d'alterner. C'est-à-dire que là, il a une certaine position à Hollywood, un très gros succès commercial avec Rush Hour. Le Rush Hour 2 se fera 6 ans après. Entre les deux, il va faire un peu de films hollywoodiens, un peu de films à Hong Kong, etc. Et alors, une petite anecdote, parce que j'ai eu l'occasion de croiser Jackie Chan quelques fois. J'étais sur le tournage à Hong Kong d'un film qui s'appelle Twin Effect, où il a un petit rôle, qui est réalisé par Dante Lam, mais dont les scènes d'action sont réalisées par Donnie Yen. Donc je me suis retrouvé avec Donnie Yen et Jackie Chan sur le même plateau. Magnifique. Lors de mon premier voyage à Hong Kong. C'était quand même assez impressionnant. Et là, Jackie Chan, à la Jackie Chan, qui balayait le plateau, au lieu alors qu'il disait non, laissez-moi le faire et tout. Il voulait que tout soit bien, etc. Il a commencé à parler de Rush Hour. Il a avoué à son équipe que Rush Hour, il l'a fait pour des raisons vraiment commerciales et qu'il ne considérait pas que c'était un bon film. Voilà. Oui, il a dit, voilà. Non, mais même dans certaines interviews, il dit qu'il avait été frustré par Rush Hour sur certains aspects, quoi. Alors que, il commençait... oui, surtout sur les cascades, alors qu'il commençait à avoir du pouvoir, entre guillemets, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Et après, il y a aussi un énorme succès. Tuxedo, comment ça s'appelle le smoking. Le smoking, voilà. Ça, c'est après, parce que d'abord, il y a... il y a les Owen Wilson, déjà. Voilà, comment ça s'appelle Shanghai Noon. Shanghai Kid. Shanghai Kid. Et pour lui, attention, Shanghai Kid, il y tient énormément. Moi, je suis pas dans sa tête, mais je suis d'accord, c'est vachement bien les Shanghai Kid. Shanghai Kid, c'est mieux que Rush Hour. Il a réalisé un fantasme, parce que dans sa biographie, il raconte quand il était gamin, il se déguisait en cow-boy quand il avait l'occasion, à chaque fois qu'il pouvait, et il rêvait des cow-boys. Donc voilà, il a réalisé un kiff personnel avec ce film, quoi. Et il y en a eu un deuxième énorme succès commercial. Le montage est mieux, l'histoire est mieux, le sidekick Owen Wilson est beaucoup moins énervant, je trouve, que Chris Tucker. Oh non. Ah si, moi j'ai du mal. Chris Tucker, mais même en termes de chorégraphie, le Shanghai Kid 2, vous avez un combat contre Donnie Yen à la fin qui est vraiment sublime, et c'est presque ses meilleurs combats dans sa période hollywoodienne, avec le Tour du Monde en 80 jours aussi. Ah, alors, très étrange ce film, avec Schwarzenegger d'ailleurs, qui fait un caméo dedans. Schwarzenegger qui a un superbe caméo avec une perruque, il y a Cécile de France qui fait la paume du tigre à un moment donné. Pourquoi pas? On vous recommande évidemment ce film si vous avez envie de voir des trucs un petit peu étranges. Et donc voilà, maintenant Jackie Chan a une assise à Hollywood après Rush Hour, Shanghai Kids. Il fait aussi parfois des films pas super foufou, comme on l'a dit. Il y a du choix à faire dans la carrière de Jackie Chan parce qu'il tourne énormément. Disons qu'il n'a plus rien à prouver. Et il gagne bien sa vie. Et donc, du coup, les gros projets, les projets importants qu'il veut faire, il peut prendre 2, 3, 4 ans pour le faire, quoi. Donc, du coup, il y a Chinese Zodiac, qui est donc une suite à Mister Dynamite et Opération Condor. Comme c'est un film ambitieux et tout, il prend son temps pour le faire. C'est avec Stanley Tong, qui est son réalisateur un peu fétiche, et son pote. Ils vont faire Chinese Zodiac. Il y a un autre film... un autre Police Story qui va se faire aussi. Voilà, le New Police Story. Il y a Dragon Blade, qu'il fait quand même avec un casting international, avec Adrien Brody et John Cusack. Je me rappelle pas de celui-ci. Voilà, c'est un film de Daniel Lee. Daniel Lee, il a, 7 ans pour le monter, ce truc. Jackie Chan, il dit oui, j'accepte. Mais tant que le mec, il n'a pas mis en place le budget, etc. Et donc ça s'est tourné et du coup ça a été présenté notamment en Italie puisque ça parle des Romains, des Chinois. On va conclure là-dessus. Jackie Chan est devenu une star internationale, mondiale. Son ambition, c'était aussi de devenir la plus grande star en fait mondiale. En tout cas, c'est un des rares à avoir réussi à plaire à tout le monde. Encore une fois, l'Asie, l'Occident.
Il a eu une reconnaissance au-delà du cinéma, dans les jeux vidéo, on l'a dit. Il a même eu un dessin animé à son nom, une série animée. Voilà. Jackie Chan, c'est une légende. Oui, on peut le dire, c'est pour ça qu'on a fait... Et il est présent aujourd'hui autant sur le marché hollywoodien que le marché chinois, qui a explosé depuis une dizaine d'années et qui est un des marchés principaux dans le cinéma. Dans le monde du cinéma. Voilà. Si vous aviez, en conclusion, un film à recommander de Jackie Chan, chacun... Police Story. Le Marin des Chine. Un Police Story aussi. Le tour du monde en 80 jours. Je plaisante. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée après cette émission. Profitez bien, en tout cas, de votre temps. Essayez de mater quelques Jackie Chan et on remercie nos invités. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.